à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce dimanche 26 juillet 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. 2 membres du parti CNDD-FDD ont été condamnés ce samedi par le tribunal de grande instance en province Cibitoke pour un commerce illicite de pagne et sachets. Les réfugiés burundais du camp de Nakivale alertent sur une éventuelle famine qui risque de menacer ce camp dans les prochains jours. Et dans la rubrique Ouaouka, nous parlerons de la campagne Savon Bleu initiée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Fabrice Ndimulukundo sur la mise en onde et Mylène Wasumba pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances à la famille de feu Benjamin William Mkapa et la République unie de Tanzanie dont il fut président. Dans un communiqué rendu public ce samedi, Prosper Ntahogwamiye, secrétaire de l'État burundais, a indiqué que dans le but de s'associer au gouvernement tanzanien, un deuil national de 3 jours va être observé à partir de ce lundi et que tous les drapeaux seront mis en berne. Suivez plutôt Prosper Ntahogwamiye, secrétaire de l'État burundais. Le gouvernement de la République du Burundi a appris avec une grande tristesse la mort de l'ancien président de la République unie de Tanzanie, Benjamin William Mkapa. Que Dieu ait son âme. Le gouvernement de la République du Burundi profite de cette occasion pour présenter ses condoléances les plus émues au gouvernement et au peuple tanzanien en général et à la famille du défunt durement éprouvée en particulier. Le gouvernement de la République du Burundi se souviendra toujours de la contribution substantielle de feu président Mkapa lors des négociations interburundaises d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et aux différents accords de cessez-le-feu qui ont permis au Burundi d'avoir une paix durable, le retour à la démocratie et à l'établissement d'un état de droit sûr et rassurant pour tous les citoyens burundais. Pour honorer la mémoire de ce digne fils d'Afrique, il est décrété au Burundi un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi 27 juillet 2020 jusqu'au mercredi 29 juillet 2020. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne. C'était Prosper Ntahogwamiye, secrétaire d'État burundais. L'ancien facilitateur dans le conflit interburundais Benjamin William Mkapa est décédé mercredi de cette semaine à Dar es Salaam. Le corps du défunt Mkapa est depuis ce dimanche au stade de Dar es Salaam pour le recueillement. Mardi, le corps sera par la suite conduit à Masasi, en province Mtwara, au sud-est de la Tanzanie, sa région natale, et où il sera inhumé mercredi de la semaine prochaine. Au total, 361 personnes ont été testées positives au coronavirus au Burundi depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé publique. Parmi elles, 279 sont guéries et 1 personne en est morte, selon son ministère. Dans son bilan actualisé publié ce samedi, le ministère de la Santé publique précise que jusqu'ici, 13 105 tests ont été effectués dans tout le pays. Une courte pause et puis on aborde la page justice. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Détention depuis 9 mois et 4 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhodzenzi et J.D. Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendit pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier.
Dans un procès en flagrance de ce samedi, le tribunal de grande instance en province Cibitoke a condamné d'un emprisonnement et amende deux membres influents du parti CNDD-FDD en commune Rugombo. Ils sont accusés de commerce illicite de pagnes et sachets en provenance de la République démocratique du Congo. Le point avec Rachel Kagissi. Ramadan Sibomana, c'est le vice-représentant du parti CNDD-FDD en commune Rugombo de la province Cibitoke. Il est également le chef de secteur Marambo 1. Le tribunal de grande instance l'a condamné ce samedi dans un procès de flagrance pour une peine de 3 ans de prison avec une amende d'1 million de francs burundais. Il a été accusé de détournement de la richesse du pays et de la violation de la loi interdisant la commercialisation des sacs en plastique. Ramadan Sibomana a été condamné par la justice après que la police ait saisi 180 pièces de pagne et 9 sacs pleins de sachets en son domicile. Le même jour et toujours dans un procès de flagrance, le tribunal de grande instance de Cibitoke a condamné à 2 ans de prison et à une amende de 1 million francs burundais un certain Elias Bizimana, un démobilisé et redouté Imbonerakure dans la province Cibitoke. Elias Bizimana a été arrêté dans la matinée de samedi au niveau de la commune Buganda, alors qu'il tentait de se rendre à Bujumbura avec un véhicule rempli de sacs en plastique. Son véhicule a également été saisi. Alors que les frontières sont supposées fermées, toutes ces marchandises proviennent de la République démocratique du Congo. Certains trafiquants burundais se rendent eux-mêmes en RDC pour s'approvisionner. Il y en a d'autres qui font des commandes et les Congolais leur fournissent ces marchandises. Les forces de l'ordre et de sécurité jouent également un rôle dans ce commerce. Merci à Rachel Kaglissier. Ces pagnes et sachets ont été saisis en commune Rugombo et non en commune Buganda, comme annoncé dans notre édition de ce samedi. Les candidats à l'examen d'État édition 2020 se plaignent du temps insuffisant qui leur est accordé pour la préparation de cet examen national. Ces élèves, de même que leurs enseignants, craignent ainsi pour un mauvais rendement. Les détails avec Vicky Chris Ninheleti. La passation d'examen d'État édition 2020 démarre ce mardi dans tout le pays. Mais les élèves indiquent que, tenant compte du calendrier élaboré par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, la période de préparation n'est pas suffisante. Ces candidats à l'examen d'État précisent que certains d'entre eux n'ont pas eu même 2 semaines, alors que les autres candidats avaient plus de 3 semaines de préparation dans les années antérieures. Les enseignants abordent dans le même sens que les élèves. Ils estiment qu'ils n'ont pas eu de temps suffisant pour aider les candidats à se préparer à l'examen d'État. Cela peut provoquer un rendement médiocre selon les élèves. De leur côté, certains directeurs d'école indiquent que les préparatifs se déroulent bien. Ils expliquent que tous les centres de passation d'examen sont déjà prêts et sont connus. Les responsables de ces centres sont déjà connus et les frais de déplacement sont disponibles, ajoutent ces directeurs d'établissement. Selon le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, 105 centres abriteront la passation de l'examen d'État à partir du 28 juillet à 7h30 jusqu'au 31 juillet. Merci à Vicky Chris Ninheleti. De la page éducation, parlons des réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda craignent pour une éventuelle famine dans les prochains jours. Pour cause, une mauvaise récolte enregistrée cette saison, ainsi que la pandémie de coronavirus qui a empiré la situation de conditions de vie dans ce camp. N'est-ce pas, Éloge Divin, Remèche? Ces réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda font savoir que la récolte pour cette saison culturelle est de loin inférieure à celle des saisons antérieures. Le changement climatique ainsi que le mauvais voisinage des éleveurs qui laissent leur bétail dévorer les champs de culture de ces réfugiés sont entre autres raisons avancées par les réfugiés à l'origine de leurs inquiétudes pour l'avenir. Un des réfugiés explique. Nous essayons de cultiver, mais avec le soleil qui s'est abattu sur nos cultures, la récolte a été mauvaise. Autre chose, les propriétaires de bétail ont aggravé la situation pour laisser leur bétail dévorer nos cultures, surtout les maniocs. Jusqu'à l'heure actuelle, personne n'espère donc récolter du manioc. C'est malheureux car les maniocs constituent pour nous une culture de base. La récolte n'a pas été
très bonne pour le haricot et le maïs. Nous essayons de nous débrouiller pour le moment, mais on craint que prochainement la famine va attaquer les réfugiés. Selon ces réfugiés, les éleveurs dont leur bétail dévore leur culture sont des Ougandais. Ces derniers le font pendant la nuit pour ne pas être attrapés. C'est au moment où il y a un couvre-feu la nuit, imposé par les autorités ougandaises dans le cadre d'éviter une large propagation de la COVID-19. Ces propriétaires de bétail sont des éleveurs ougandais de l'ethnie Hima qui laissent leurs vaches dévorer nos champs. Si tu as la chance de les attraper, tu déposes une plainte chez les notables et l'éleveur te dédommage. Mais c'est rare car ils amènent leur bétail pendant la nuit au moment où personne ne peut les voir. Actuellement, les réfugiés burundais du camp d'Onaki-Valley craignent pour une éventuelle famine qui pourrait les frapper suite à la mauvaise récolte enregistrée. Le malheur ne vient jamais seul, soulignent ces réfugiés qui déplorent la revue à la baisse de l'aide du HCR depuis ce mois de juillet à cause de la pandémie de coronavirus, selon cette organisation onusienne. Dans la rubrique Ouahuka de ce dimanche, nous allons revenir sur le projet du savon bleu récemment initié par le gouvernement dans le cadre de la prévention et lutte contre la COVID-19. Nous allons aussi analyser pourquoi ce savon n'est pas disponible dans toutes les localités du pays, ainsi que la spéculation observée dans la commercialisation de ce savon. À la présentation, Clovis Nyonzim. Plus de 2 semaines viennent de s'écouler depuis le démarrage du savon bleu. Un projet initié pour permettre à tout Burundais de lutter contre la pandémie coronavirus en se lavant les mains. Pourtant, ce savon n'est toujours pas disponible dans certaines localités du pays. Dans la rubrique Ouahuka de ce dimanche 26 juillet 2020, nous allons voir ensemble pourquoi ce projet n'a pas marché, du moins jusqu'aujourd'hui, et ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima, bienvenue. La RPA, c'est la voix de qui? RPA, c'est ma voix, c'est ta voix. Également, c'est la voix de tout le peuple burundais. Le projet Savon Bleu a débuté le 10 juillet courant. Officiellement, ce savon devrait se vendre à 150 francs burundais la pièce. Mais la réalité sur terrain est autre, comme nous le rapporte notre conseiller Marie-Ange Ilakoze. Les habitants de différentes provinces qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que ce savon ne leur parvient pas facilement et que pour s'en procurer, il faut payer 200 francs. Selon toujours ces habitants, le dernier commerçant de la chaîne qui fait parvenir ce savon à la population des milieux très reculés achète ce savon à 150 francs burundais pour le revendre à 200 francs burundais afin qu'il puisse faire bénéfice. En mettant en garde toute personne qui va spéculer dans la vente de ce savon, Pierre Mouriquier a indiqué qu'un carton de 48 savons s'achète à 5 450 francs à l'usine et un commerçant qui s'approvisionne à cette dernière vend le carton de 48 savons à 5 750 francs burundais pour le revendre à 6 050 francs burundais. Les deux catégories de commerçants ont un bénéfice de 300 francs burundais chacun pour carton. Selon toujours le porte-parole de la police, le dernier commerçant de la chaîne doit vendre ce savon à 150 francs burundais. Toutefois, le petit commerçant propriétaire d'un kiosque dans un endroit très reculé et loin des chefs-lieux indique que cette catégorie de commerçants a été oubliée du moment que ce sont ces localités qui sont habitées par le citoyen lambda aux moyens financiers très réduits. Ces petits commerçants expliquent qu'ils achètent chez un boutiquier le carton de 48 savons à 7 200 francs burundais, soit à 150 francs le savon. Pour ceux, ils sont obligés de vendre un savon à 200 francs ou plus pour faire bénéfice. Les habitants de ces localités avec qui nous nous sommes entretenus indiquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce savon leur parvient étant cher alors que ce sont eux qui sont pauvres. Ceci est confirmé par les petits commerçants ambulants qui font savoir qu'ils préfèrent ne pas vendre ce savon bleu de peur d'être arrêtés pour l'avoir vendu à un prix supérieur à celui fixé par le gouvernement.
Merci à toi Marie-Ange Irakoze. Pourquoi alors cette injonction du gouvernement n'a pas été respectée malgré toutes les mesures prises pour y veiller, notamment en y associant la police? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et qu'il faut-il faire pour que ce projet soit une réussite? Dans notre studio, nous sommes avec Frédéric Bamvunyumvira, ancien vice-président de la République, qui va essayer de répondre à toutes ces questions. Frédéric Bamvunyumvira, vous êtes un politicien et ancien vice-président Burundi. Bonjour. Bonjour. En tant qu'ancien vice-président, si vous regardez ce projet visant à diminuer le prix du savon bleu et en se basant sur les visées de ce dernier, quelle qualification donnez-vous à ce projet? Nous sommes partis d'une situation où il s'est manifesté à travers le monde, c'est la menace du coronavirus. Et ce corona a fait souffrir le monde et lui aussi a atteint le Burundi à une période sensible. Et le Burundi se préparait pour les élections. Il y en a qui ont crié en disant arrêtez ces élections pour vous occuper justement de la menace de la population. C'est parce que si vous occupez des élections alors que vous voulez vous faire élire pour diriger un peuple, à part se faire élire, si ce peuple n'était plus. C'était ça la question qui se posait. Mais visiblement, l'autorité n'a pas voulu entendre se dire et a décidé d'aller aux élections, de peut-être accepter d'aller travailler avec ceux-là qui seront encore vivants. La nouvelle autorité a décidé de revenir sur la question du coronavirus en disant que le grand mal qui menace notre société. Il avait dit avant les élections, ça allait être le plus vivant. Maintenant, le dire après les élections, ceux-là qui auront été emportés par cette maladie, parce qu'elle n'a pas été traitée avant les élections, ils devront exiger justice. Voilà. Ce qui devient difficilement applicable. Alors maintenant, le président a évolué en disant qu'il faut quand même cibler des besoins pour limiter la propagation de ce Covid-19, notamment en ciblant et le savon qui doit être utilisé pour se nettoyer les mains avant d'entrer dans des salles où il y a un grand groupement de population. Alors, ça c'est en fait. Maintenant, l'eau, si je dois y mettre un commentaire sur l'eau, c'est une denrée importante au Burundi, mais n'est pas disponible au Burundi. Mais la question qui se pose, c'est dit qu'il faut réduire le coût de l'eau de la régie des eaux. Il faut évaluer combien de populations vivent de l'eau de la régie des eaux. Du côté du savon, le savon, c'est vrai, nous sommes habitués aujourd'hui à beaucoup de types de savon. Il y a le savon produit par des savonneurs, certes, mais il y a des savons produits par d'autres petites usines avec la soude, et il y a d'autres populations, surtout qui vivent dans des provinces limitrophes avec la Tanzanie et où ils consomment le savon qui vient de la Tanzanie. Et tout ça, l'origine du savon utilisé au Burundi, c'est une origine diverse. Donc, autrement dit, la question doit se poser en d'autres termes. Si c'est le savon bleu qui doit être privilégié et qu'on a confié à la société savonneur de fabriquer ce savon, c'est une grande question. Et s'ils ont arrêté le chiffre, ça a été arrêté par rapport à quoi? Et pour ce genre de projet, quels sont les critères de préparation et d'évaluation afin que ce projet puisse aboutir à son objectif? En principe, l'étude du projet doit d'abord cibler les bénéficiaires. Quelle est la population cible? Quels sont les intervenants? Quelle est la rentabilité de ce projet? Est-ce que c'est rentable par rapport à l'objectif? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que les moyens sont-ils disponibles? Et tout ça, ce sont des questions qu'il faut soulever avant de s'engager dans un tel projet. Alors, maintenant, qu'ils aient décidé, peut-être la source, c'est l'argent de la Banque mondiale. Et cet argent de la Banque mondiale va-t-il être disponible pour combien de temps? C'est combien? C'est décidé pour qu'il puisse être utilisé pour combien de temps? Que les gens ne savent pas le temps que va durer ce Covid-19. Ça devient quelque part un problème qui est posé. Et puis, la production permanente de ce savon, est-ce que les capacités sont là? Est-ce que la matière première est là? Parce que ça devient un autre projet qui n'a jamais visité dans le du savonneur. Maintenant, les gens qui viennent s'approvisionner en savon pour le vendre à la population,
c'est une autre question parce que la population ne vit pas au même endroit. Les gens de Bujumbura peuvent être servis le même jour aisément. Les gens qui sont à Bubanza, à Muramvya, à Nyanzara, qui peuvent être servis sans problème, peut-être avec quelques coûts supplémentaires. Les gens qui sont à Chilikoke, à Gitega, à Rutana, c'est un autre coût supplémentaire. À partir de là, jusqu'aux provinces de Kiriyigi, de Changuzo, de Muyinga, de Kirundo, de Ngozi, c'est un autre coût supplémentaire. Et maintenant, les gens qui sont aux périphéries, au fin fond de la contrée burundaise, ils vont atteindre ce savon à quel prix de ce mesure pour que je puisse réaliser des comptes en bombe. Mais toujours est-il que la question qui se pose, c'est la matérialisation de ce projet. Alors, il y en vient maintenant à la question de distribution de ce savon. C'est vrai, ça signifie que s'il y a des cartons qui sont produits, ce sont des commerçants qui sont habitués à faire des genre de commerce qui vont entrer en jeu. Or, le commerçant, il n'est pas mis à ce projet qui est d'un côté philanthropique, mais qui appelle le côté commercialisation. Donc, ça devient des entités antinomiques parce que la philanthropie, la commercialisation ne peut pas les faire. Donc, ce qui fait que si le président l'a conçu ainsi pour aider la population, et le commerçant ne va pas entrer dans cette dynamique pour aider, c'est pour gagner de l'argent. Donc, pour petit intérêt, c'est gagner. Aujourd'hui, ce projet totalise plus de 2 semaines. Selon vous, ce projet a été bien étudié ou préparé avant sa mise en application? Population des coins les plus reculés, la réponse est qu'ils n'accèdent pas à ce savon. Ça veut dire que le projet n'est pas en train de se matérialiser comme prévu par le président. C'est ça la réponse que je peux donner tout simplement. La question qui se pose, c'est peut-être l'intervention de la commercialisation dans cela, parce que je vous ai dit que le commerce, c'est le bien. Est-ce que la qualité caritative d'un tel projet peut être handicapée par ces aspects de commercialisation? C'est ce que je peux dire. Mais sinon, l'objectif de ce projet, selon le but du président, est de permettre à la population d'avoir accès à ce produit, à ces denrées qui peut-être difficilement accessible par une population aujourd'hui qui fait face à une pauvreté, à une grande pauvreté. Il y a une population aujourd'hui qui ne peut pas s'acheter du savon mensuellement comme le souligne le projet. Donc ça veut dire que c'est un projet type caritatif, mais avec des aspects c'est l'argent qui est donné d'abord à l'État du Burundi, et cet argent doit être utilisé non pas pour produire pour des gains, mais pour aider la population qui n'a pas de moyens pour accéder au savon qui doit être utilisé. Je vous ai dit que prenez le micro pour constater si ce savon bleu peut être trouvable partout au Burundi. En dehors des centres grandes agglomérations, est-ce qu'on peut le trouver au chef-lieu des communes de Musoni, de Uganda, de Gambarande? Est-ce qu'on peut trouver ce genre de savon à l'entrée des communes parce que les populations fréquentent ces emplois? Voilà la question qu'il faut se poser. Les populations qui se rencontrent en dehors de ces lieux, de chefs-lieux de communes, chez eux, dans des succursales très éloignées, est-ce qu'ils ont ce type de savon? Je crois que c'est ça la question qu'il faut chercher à poser à ces populations qui vivent la situation quotidienne. Qu'est-ce qui devrait être fait donc pour que ce projet réussisse? Très simple. Ce qui aurait dû être fait avant de se lancer, ça devrait être fait après le discours du président, qui a eu la promesse de l'argent, au lieu de décider peut-être la somme qui devrait être déboursée, il fallait absolument d'abord étudier. Des techniciens auraient dû étudier ce message, la conception, la faisabilité de ce projet et mettre sur le papier ce genre de projet et vérifier au fur et à mesure que la mise en application avance, vérifier si c'est en train de répondre aux aspirations de la population. Maintenant, si vous constatez que ce n'est pas encore atteint à la population, il faut donner la réponse, il faut informer, il faut que le président le sache via vos médias
que quelque part, il y a un problème qui se pose au niveau de la méthodisation de ce projet. Monsieur Frédéric Mvugiyumvira, je rappelle que vous êtes un politicien burundais, mais aussi un ancien vice-président. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est par ici que s'achève la rubrique Obahuka de ce dimanche 26 juillet 2020. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la prochaine. Ubahuka. 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 Merci à Clovis Nyonzima et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 26 juillet 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à Mileni Basumba pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hadzoé. Excellente soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.